Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir Stéphane Vacani, bienvenue à cette soirée de l'économie. Bonsoir Sandrine Redon, bienvenue effectivement dans cette soirée dans un lieu magique, il n'y a pas d'autre mot. Alors la nuit est tombée, on ne va pas trop se rendre compte, on est face à l'océan, ici à Biarritz. Et puis pour ceux qui en pourraient en douter, vous allez voir de temps en temps, on a le faisceau du phare qui vient balayer cette magnifique salle aux belles vues. Donc on va pouvoir lancer les festivités. Voilà, des festivités. Ce soir, on est très heureux de les avoir parce que c'est une édition 2021 qui est en public et nous avons beaucoup de plaisir à vous accueillir ce soir. Et puis, parce qu'on va surtout saluer les entreprises de ce département. Et puis, on pense aussi à vous, internautes, qui allez suivre cette soirée sur les réseaux sociaux, sur le site du Prix des Néo-Aquitains, sur le site de la Banque Populaire, de sudouest.fr et enfin de TV7. Vous pourrez également, comme vous le voyez sur les écrans, réagir sur Facebook ou LinkedIn avec le hashtag Prix Néo-Aquitain et surtout partager les belles aventures que vous allez vivre ce soir. Alors, cette soirée, elle est possible bien sûr grâce aux co-organisateurs que sont Sud-Ouest que vous représentez et la Banque Populaire que je représente également ce soir. Et puis, je salue également nos fidèles partenaires que sont la région Nouvelle-Aquitaine, Kedge Business School et Pouet International. Et merci enfin aux partenaires départementaux qui sont avec nous ce soir. Alors je pense plus particulièrement à EDF que nous retrouverons, le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, la CCI des Pyrénées-Atlantiques, parce qu'on est toujours ici, l'agglomération du Pays Basque. Et puis, comme vous l'avez dit Stéphane, nous remercions vraiment Biarritz Tourisme pour son accueil à l'espace Bellevue. Alors comment va se dérouler cette soirée ? Très bien, je vous le promets, Sandrine, et je le promets à tous ceux qui nous suivent. Effectivement, salut les internautes, c'est typiquement le genre de rendez-vous qu'on va pouvoir diffuser sur les réseaux. N'hésitez pas à le partager, que ce soit des amis à vous qui gagnent ou des gens dont vous avez envie de transmettre les messages, souvent des messages positifs. On va être là, très positif tout au long de cette soirée. On va le faire en deux temps. Un premier temps avec des experts de l'économie pour parler uniquement de l'économie dans ce très beau département. On va partir d'un travail qui a été réalisé entre autres par les rédactions de Sud-Ouest, que ce soit celle de Romain Belli dans le Béarn ou de Pierre Sabatier ici au Pays Basque. Et autour de cette thématique, qui est une thématique de l'innovation, on accueillera des experts, une femme chef d'entreprise. C'est une volonté aussi affirmée des deux co-organisateurs de mettre en avant des femmes chefs d'entreprise. Et puis ensuite, je sais que c'est le moment que vous préférez, Sandrine, c'est la remise des trophées. 5 prix seront remis ce soir, dont un qui sera le représentant de ce département pour la finale régionale. C'est une tradition depuis 6 ans avec la région Nouvelle-Aquitaine. Je vous souhaite un bon débat Stéphane et puis je vous retrouve tout à l'heure pour la remise des trophées. Merci Sandrine, à tout de suite et on peut vous applaudir pour vous accompagner. Je vous propose d'accueillir, je l'ai cité à l'instant, Caroline Philippe, c'est une chef d'entreprise installée ici au Pays Basque. On va retrouver aussi Christian Chapotin, le directeur général adjoint de la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique. La représentante de Alain Rousset, le président du conseil régional, c'est quelqu'un que vous connaissez bien ici sur ce territoire, Sandrine Derville, qu'on va arracher à ses chiffres pour parler d'économie. Je le rappelle, elle a pris une énorme responsabilité à la région pendant le budget cette année. C'est un gros travail. Et puis on va compléter ce plateau avec Pierre Sabatier, le responsable de la rédaction du Pays Basque. C'est lui qui nous reçoit ici à domicile, et ce qui n'enlève rien au travail qui a été fait par nos amis béarnais et l'équipe de ce collègue Romain Belli. Vous pouvez vous asseoir et enlever les masques, puisque c'est la formule consacrée tout au long de cette soirée. Et on va pouvoir démarrer, et c'est avec vous qu'on va démarrer, Pierre. À chaque fois que nous allons en ce moment sur ces territoires différents où la Banque Populaire est implantée, évidemment en région Nouvelle-Aquitaine et où Sud-Ouest fait son travail au quotidien avec le support qui est le support presse écrite, mais aussi avec le site ou les télés, et ici on va parler de TVPI, il y a des thématiques différentes. Vous avez osé une thématique forte, c'est l'innovation, et quand je dis fort, c'est que vous avez baptisé ce territoire la Petite Californie. Il faut nous expliquer. Oui, alors, bonsoir à tous. Alors, déjà, c'est pas de moi. Vous l'assumez. Ça existait bien avant, mais c'est vrai qu'on l'assume. Pour certains, ça peut paraître galvaudé, mais quand on regarde, quand on se plonge dans l'activité, c'est toujours d'actualité. Et c'est pas que l'activité du surf, hein. On est sûr. bien d'accord, ça déborde largement. On l'appelle Californie, ça fait bien sûr référence au surf, aux planches de surf, etc. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus décliné sur l'environnement, le recyclage, etc. Alors, il y a un numéro spécial qui sera en plus remis en avant-première ce soir à ceux qui sont avec nous dans cette salle du Bellevue. C'est le numéro spécial Éco, qui est une tradition tous les ans dont on parle à l'instant, Pierre. Et puis, il y aura une double page dans nos éditions demain du Béarn et du Pays Basque pour mettre en avant nos lauréats et puis les nommer, parce que c'est un peu comme dans une émission de télé. Ici, tout le monde gagne, même si certains sont un peu plus en avant que d'autres ce soir.
Ce soir, c'est vous qui êtes en avant. Caroline, je disais tout à l'heure, doublement invitée ce soir, Caroline Phillips, car non seulement vous êtes dans le domaine du numérique et vous innovez, mais vous nous permettez de faire un beau jeu de mots et un clin d'œil aux États-Unis, puisque vous êtes franco-américaine. Donc je vais commencer par une question personnelle. Qu'est-ce qui fait qu'on quitte la grande Californie pour la petite Californie, puisque c'est votre parcours personnel? En un mot, l'amour. Donc, ça va nous suffire comme excuse, on ne va pas vous le faire raconter, c'est une très très belle raison. En revanche, il faudrait que vous nous expliquiez en quoi vous avez eu envie et vous avez décidé de vous mettre sur ce secteur du digital bien avant beaucoup de monde. Bah, écoutez, j'étais passionnée par le Minitel. Non, c'est une blague. En fait, j'ai découvert Internet en 95 et j'ai voulu valoriser donc, le Pays Basque. Et donc, le premier projet, c'était la vente de produits basques sur Internet. En 96. Je rappelle la date, 95, ouais. parce que quand on entend des gens qui se mettent au numérique avec le Covid en ce moment pour faire de la vente. Voilà. Ouais, et donc j'ai été très bien accueillie donc, par la Chambre de commerce de Bayonne, Pays Basque, sur la Technopole Isarbel, donc dans un incubateur. J'ai été accompagnée parce qu'à l'époque, il n'y avait personne qui faisait de l'Internet et puis tout le monde pensait que j'étais totalement folle. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, ils sont quand même beaucoup à être un peu fous et à tous faire de l'Internet, ou est-ce qu'il y a encore de la place? Parce qu'on a l'impression, là, au cours de nos soirées de l'économie, que c'est quand même la révolution numérique, c'est plus la transition numérique, cher à Alain Rousset, sa représentante ce soir. Oui, mais aujourd'hui, il y a tellement de métiers dans l'Internet. Enfin, le moindre cousin germain de ma belle-sœur fait de l'Internet. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur Internet? Nous sommes, par exemple, dans les services innovants, donc agences web et petites SS2I, dans ce qu'on appelle du big data et de la data visualisation. Et donc aujourd'hui, ce sont des métiers qui n'existaient pas lorsque j'ai démarré, avec un petit code HTML1 où j'ai acheté un bouquin et j'ai appris à coder. Votre premier client, c'est pas une légende, il était japonais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez quand même plus de clients locaux? Oui, alors donc la légende, c'est ça, parce que j'ai créé donc un site pour vendre des produits basques sur Internet et tellement il y avait personne qui était connecté à Internet, le seul c'était un japonais de Tokyo qui voulait acheter des disques du Pays Basque puisqu'il parlait le basque à l'université de Tokyo. C'est quand même une magnifique histoire que je voulais qu'on raconte ce soir et qui remonte à 95. Aujourd'hui, votre entreprise est en plein développement. Alors on m'a dit qu'il faut être un peu plus prudent parce que vous avez découvert que votre banquier était sur le plateau. Alors on m'a dit annoncer des chiffres très importants de développement. Du coup on m'a dit on peut peut-être dire 20-30%, ce qui est quand même magnifique. Qu'est-ce qui fait que la croissance est autant portée en ce moment dans ce secteur? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une nécessité d'être sur Internet. C'est-à-dire, il y a 2 ans, il y avait beaucoup d'entreprises qui pensaient que c'était une danseuse. Oui, bon, je vais peut-être faire mon site, mais ce n'est pas essentiel. Et maintenant, les entreprises savent qu'ils perdent des marchés s'ils ne se mettent pas sur Internet, que tout passe par Internet, que tout passe à distance aussi, et qu'on ne peut plus, passer malheureusement, autant au bureau, etc., et que ça se passe aussi par le télétravail. Christian Chapotin, c'est pas à vous, j'ai demandé si Internet a révolutionné la banque, parce qu'autrement on va faire un débat que sur le sujet. En revanche, est-ce qu'elle est représentative, notre invitée de ce soir, sur justement cette dynamique post-Covid, puisqu'elle l'illustre avec son chiffre d'affaires qui va grandissant? Tout à fait. C'est ce qu'on a pu voir. Cette crise, elle nous réserve des surprises tous les jours, encore aujourd'hui, mais elle nous a révélé de belles surprises sur l'économie. Ça a été un accélérateur phénoménal de tendances qui existaient déjà, mais qui ont accéléré. Vous parliez du digital, vous parliez de l'équipement en click and collect, en système de paiement, etc. C'était phénoménal. Donc, on est sorti finalement avec une hausse de la croissance beaucoup plus forte que celle qu'on attendait. On pensait se retrouver face à un mur de dette et à des dépôts de bilan partout. On n'a pas eu ça. On a eu une sortie différente avec des complexités pour s'approvisionner, des hausses de coûts de matières premières, des coûts de transport, des délais de transport, des tensions sur les salaires et des difficultés à trouver de l'emploi. Donc c'est une autre façon d'accompagner nos chefs d'entreprise. Mais ce qu'on a vu, c'est une créativité énorme et un mouvement de l'ensemble des chefs d'entreprise pour interroger leur modèle, pour investir pendant cette période-là. Il fallait oser, hein. Et nos chefs d'entreprise, bravo, parce qu'ils osent pendant ces périodes-là. Et du coup, aujourd'hui, on est avec une croissance jusqu'à aujourd'hui qui approche les 7%, ce qu'on n'attendait pas tout à fait quand on était au mois de janvier.
Donc bravo à tous. Ouais. Alors bravo à tous, mais aussi on va regarder, c'est que vous dites qu'il y a eu heureusement beaucoup moins de dépôts de bilan que ça avait pu être imaginé à un moment. On va regarder ensemble justement des chiffres sur ce département. C'est la balance commerciale en Pyrénées-Atlantiques. On va regarder effectivement comment elle fonctionne, c'est-à-dire sur quel secteur on se développe et sur lesquels on peut faire de l'export. Et puis on va regarder l'autre, voilà, la création d'entreprises et les radiations. Et effectivement, on voit que c'est très, très, très positif. Est-ce que, Sandrine Derville, il n'y a pas aussi, et ce n'est pas par fleur-gornerie, là, une réussite et des banques, soulignées à l'instant par Christian Chapotin, mais aussi de la région, parce que je ne vais pas vous enfermer que dans les chiffres, mais la région a quand même mis beaucoup d'argent pendant les confinements et la crise du Covid. Alors, sur votre dernière partie de propos, oui, la région a mis beaucoup d'argent. Après, dire si ça, c'est grâce à l'action de la région, ce serait, je pense, très prétentieux de ma part. Et je crois que c'est plutôt la réussite de tout un écosystème. Et bien évidemment, les entreprises de Nouvelle-Aquitaine qui étaient dynamiques avant la crise. Moi, je rappelle quand même qu'en 2019, en Nouvelle-Aquitaine, on a créé 36% de l'emploi industriel de France. Donc, on a un tissu d'entreprise qui est dynamique, et ensuite c'est tout un écosystème qui s'est mis en place avec bien sûr le système bancaire qui a été au rendez-vous, les collectivités, l'État qui a mis en place des dispositifs qui, je pense, ont permis quand même d'éviter un grand nombre de désastres au niveau des entreprises. Donc, mais oui, je veux croire en tout cas que la solidité de nos entreprises et du système économique qui existait en Nouvelle-Aquitaine a peut-être permis aux entreprises de Nouvelle-Aquitaine et à notre région d'être un petit peu plus résilientes que d'autres face à la crise. Caroline Phillips, alors, elle joue la carte modestie, la représentante de la région. En revanche, on parlait à l'instant des PGE. Malgré votre croissance, vous avez fait partie de ces chefs d'entreprise et votre voisin sait combien ils ont été nombreux, dans ce département aussi. Vous avez contracté un PGE. Pourquoi on contracte un PGE quand on voit que la croissance est au rendez-vous ? Parce qu'avec des opportunités viennent aussi des temps de paiement qui sont de plus en plus longs. Nous, on travaille avec des administrations d'État et parfois... En cité, c'est avec la Défense, voilà, entre autres. j'en travaille donc avec le ministère des Armées sur des projets très longs. Et donc, déjà, quand on facture, c'est qu'on a déjà avancé en moins de 3 mois de production. On signe le PV, on émet la facture, donc, et une fois qu'on a émis la facture, on va peut-être attendre encore 60, 70, 80 jours parfois pour être payé. Alors, je ne vais pas déjà embêter le sous-préfet de Bayonne avec des questions de masques. J'aurais pu dire, tiens, on pourra peut-être en parler à un représentant de l'État, mais je ne vais pas le faire alors. plus précisément sur ce PGE, est-ce qu'aujourd'hui, vous faites partie aussi des entreprises qui remboursent en avance ou est-ce que vous continuez à en profiter ? Ah non, mais en fait, j'ai profité donc d'un PGE qui était à hauteur de 25% de mon chiffre d'affaires. J'ai mis une partie de côté et l'autre partie, je m'en suis servi pour embaucher des gens, pour faire de la pub, pour faire des salons, en fait, pour accélérer la croissance. Alors, Christian Chapotin, je vais vous reprendre un témoin. Le banquier remet sa casquette de banquier. Elle est représentative, effectivement, de ce qui se passe. Voilà. Tout à fait. Si on regarde bien ce qui s'est passé pendant cette période-là, d'abord, je répète, la croissance est repartie. Les moteurs de la croissance, il y en a 3. Hein. C'est l'investissement dont vous venez de parler, on va y revenir dans un instant. C'est en même temps les exportations, c'est tous ces sujets-là, et la consommation. Et la France, la consommation est repartie très vite. L'investissement ne s'est pas arrêté. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises ont fait ce que vous avez fait, c'est-à-dire ils ont osé entreprendre pendant cette période-là, prendre des risques à nouveau en s'endettant. Mais ça a été fait. Et sur le commerce international, je dirais qu'actuellement, la France, quand même, tire son épingle du jeu. Et sur l'endettement, ce qu'il faut avoir conscience, alors bien sûr, on est en macro. En macro, l'endettement des entreprises n'a pas augmenté entre le 31 décembre 2019 et fin octobre 2021. C'est-à-dire une partie de l'endettement est restée disponible pour faire face à des temps plus durs. Et donc aujourd'hui, c'est peut-être pour ça qu'on a réussi à redémarrer. Et tout ça, et vous l'avez souligné, madame, c'est l'effort de l'ensemble des acteurs. Ce n'est pas juste le Conseil général, juste les banques, c'est l'ensemble des partenaires privés et publics qui sont autour des entreprises, de cet écosystème qui est très fort dans notre région, vous l'avez souligné aussi depuis très longtemps, qui a permis que, sans trop se parler, mais en travaillant beaucoup dans les premiers mois de la crise tous ensemble, on a réussi avec nos chefs d'entreprise à faire aujourd'hui qu'on a maintenu les entreprises en vie. C'est ça l'objectif du début de la crise. Et on les a aidées et elles ont contribué largement à la reprise économique. Et maintenant, on est déjà dans ce que dit madame, dans la transformation de certains modèles économiques. Et c'est passionnant. Alors justement, Sandrine Derville, cette transformation, je sais qu'il y a des projets, il y a même des plans, des programmes qui sont en route avec la nouvelle équipe, même si c'est l'équipe ancienne qui a repris le pouvoir, même si elle est renouvelée. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de cet accompagnement par la région, que ce soit des transitions numériques ou des transitions énergétiques ? Est-ce qu'on peut se dire maintenant que ces aides sont
plus fléchée, qu'on n'est plus dans l'urgence de la crise? Comment ça se passe? En fait, on est passé de l'urgence à la relance et aujourd'hui, vraiment à l'accompagnement des transitions. Il y a eu ce que vous évoquiez, monsieur, les premiers mois de la crise où on s'est tous mis autour de la table virtuelle, cette table, pour accompagner les entreprises vraiment dans l'urgence, leur tenir la tête hors de l'eau, en avançant aussi un petit peu en découvrant. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et ensuite, pour la part de la région, on s'est dirigé vers des plans de relance et maintenant accompagner les entreprises dans les différentes transitions, entreprises et également l'ensemble des territoires. Donc c'est les transitions numériques, bien sûr, mais c'est aussi les transitions environnementales, économiques, sociales pour certaines entreprises. Et pour nous, collectivités, ça veut dire mobiliser des budgets d'investissement importants et aussi en face de l'endettement. Et là, sans PGE, en ce qui nous concerne, c'est le revers de la médaille. Mais c'est accompagné, je pense que c'est indispensable. Finalement, cette crise, elle a été le révélateur peut-être d'un certain nombre de fragilités dans notre société et de l'urgence à agir sur l'ensemble de ces sujets. Alors des fragilités, on en voit qui se font jour aujourd'hui, qui sont peut-être le mal du bien, et vous le mesurez, alors peut-être moins sur quelque chose qui est redondant dans toutes nos soirées de l'économie en ce moment, qui est l'explosion des matières premières, mais peut-être sur l'emploi, et on va parler aussi du bienvenu ou pas d'ailleurs au Pays Basque et dans le Béarn. Qu'est-ce qu'il en est dans votre domaine? Est-ce qu'aujourd'hui, et je crois savoir même que vous perdez des salariés qui partent vers d'autres horizons et que c'est compliqué de les remplacer? Oui, moi j'ai perdu une salariée, par exemple, qui avait une société américaine qui l'a sollicité et qui la paye une fois 1,8%. Enfin, on va dire presque 2 fois plus que je la payais. Enfin, je ne peux pas lutter, quoi. Donc 100% de télétravail. Okay. Et une fois qu'elle est partie, le souci aujourd'hui, ce qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est qu'il y a vraiment une carence en ce moment pour recruter. Ah oui, mais ça c'est clair. Mais quand vous savez que, par exemple, sur Bordeaux, il y a Mano à Mano qui arrive et qui recrute 1000 développeurs, comment voulez-vous lutter, quoi? C'est hyper dur, là. Ouais. Alors Sandrine Derville, on ne va pas toujours chercher du secours à la région, mais vous avez aussi la compétence formation. Je reviens vers vous, Caroline. Qu'est-ce que vous répondez là? Alors, en fait, effectivement, ce qu'évoque Caroline, c'est un constat qu'on a fait alors que les prévisionnistes nous disaient « Oh là là, après le Covid, il va y avoir une hausse massive du chômage ». En fait, c'est l'inverse. Et les employeurs s'arrachent les demandeurs d'emploi avec les conséquences qu'évoquait Caroline, tant et si bien qu'aujourd'hui, sur le secteur de la formation professionnelle dont on a aussi la charge, on se retrouve avec une difficulté, mais qui est plutôt, moi je trouve que c'est une chance, c'est que les demandeurs d'emploi, oui, font le choix d'aller vers l'emploi plutôt que d'aller en formation. Donc on a des formations aujourd'hui qu'on n'arrive plus à remplir, mais avec un paradoxe malgré tout, c'est que certains secteurs continuent à avoir besoin de l'accompagnement de la région et de formation professionnelle pour attirer les talents vers ces secteurs. Je pense par exemple, je lisais il y a quelques jours dans les colonnes de Sud-Ouest, les difficultés du secteur hôtellerie-restauration pour recruter, mais c'est aussi le cas dans le numérique, alors avec une concurrence qui est acharnée entre les entreprises, les métiers de la santé également, qui ont du mal à attirer les demandeurs d'emploi. Donc il nous faut revoir nos politiques de formation professionnelle pour faire face à cette réalité. Les demandeurs d'emploi aujourd'hui choisissent l'emploi. Est-ce que demain ils seront encore dans l'emploi? Parce que pour certains, malheureusement, on est aussi sur des emplois assez précaires. Donc, les accompagner dans la durée et offrir des offres de formation qui collent aux besoins des entreprises. C'est un petit peu l'ADN d'Alain Rousset sur ce sujet-là. Alors, on va revenir à l'élu local que vous êtes aussi, Sandrine Derville, et je vais me tourner aussi vers Pierre Sabatier, parce qu'on n'est pas en plein paradoxe. Parce que d'un côté, on entend une chef d'entreprise qui nous dit « j'arrive pas à recruter », puis d'un autre, toujours dans les colonnes qu'on peut citer, celle de Sud-Ouest, et vous les connaissez bien, Pierre, on entend beaucoup en ce moment qu'il y a peut-être trop de monde. Alors peut-être plus au Pays Basque qu'au Béarn, mais en tout cas, tout le monde n'est pas welcome, pour prendre un mot qui nous parle sur cette thématique. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui et qu'est-ce que vous ressentez, vous, en tant qu'observateur privilégié, par rapport justement à cette volonté de venir s'installer au Pays Basque et d'y créer son emploi ou d'y trouver un emploi? Oui, alors c'est sûr que la pénurie de la main-d'œuvre, on la voit. Ça fait un semestre entre les saisonniers de l'été et maintenant, tant au Pays Basque et d'autant plus en Béarn, avec la saison d'hiver où ils n'arrivent plus à trouver sur les stations comme Gourette des gens pour travailler dès ce week-end. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Après, je pense qu'ils sont par rapport à la volonté des gens de venir, oui, ils arrivent, mais certains ont déjà du travail et ceux qui arrivent et font du télétravail. Donc c'est pas eux qui viennent chercher du travail ici, forcément. Notamment dans le numérique.
Et après, sur la main-d'œuvre, beaucoup ont profité du confinement pour trouver un emploi plus stable et ne plus être saisonnier. Et quand on discute avec, comme vous disiez, Mme Derville, les hôteliers, restaurateurs, etc., ils ont du mal. La santé, l'aide à l'entreprise, l'aide à la personne, c'est compliqué. Pôle emploi multiplie les job dating, ils n'arrivent pas à trouver. C'est compliqué. On les accompagne, on fait des articles dessus, mais ça ne suffit pas. Donc, journal citoyen, comme on aime l'être. Sandrine Derville, sur cette question très précise du bienvenue, pas bienvenue, la position de l'élu que vous êtes, et je rappelle, élu local aussi, hein, il n'y a pas que l'élu régional, c'est quoi la position? C'est dire oui, venez, il fait bon travailler, vivre au Pays Basque et en Béarn, ou est-ce que vous mettez les gens un petit peu en garde sur la façon dont on va pouvoir se loger et le reste, ou est-ce que c'est vraiment encore très accueillant? Je crois que le mot est important. Oui, alors bon, moi je dis bien sûr, je suis, vous le savez, hein, précédemment en plus dans mon ancienne vie, j'étais élue en charge du tourisme, donc bien sûr que moi je suis pour l'attractivité de notre territoire, sans pour autant se cacher les difficultés, vous les avez évoquées, les difficultés d'accès au logement, mais je pense que les candidats à l'installation ici en sont bien conscients. Et se heurtent à certaines difficultés. Hein. Les salaires, vous l'évoquiez Caroline, ne sont pas forcément au même niveau qu'à Paris par exemple. Et par contre, les prix du logement sont pas équivalents à Paris, mais pas loin. Malgré tout, oui, bien sûr, venez tenter votre chance parce qu'on le voit et on va le voir ce soir avec l'ensemble des entreprises. Il y a de belles réussites ici, il y a un écosystème très dynamique, très innovant, propice aussi peut-être à cette innovation. Mais après, c'est un choix de vie que les gens font, mais je les encourage bien sûr à le faire. On va le garder comme mot, hein. On vous encourage à venir. Christian Chapotin, comment faut vous conseiller justement face à des entreprises comme celle-ci, comme plein d'autres, on les voit souvent en ce moment le mardi soir principalement, qui vous disent bah, écoutez, nous on pourrait se développer, mais on n'arrive pas à trouver les salariés. Il y a des moyens, vous mettez des moyens en œuvre? Il y a toujours des moyens, les sujets ont été abordés. Il y a deux sujets en fait dans notre région, mais qui sont valables dans d'autres régions de France. D'abord, la crise, on a vu tout à l'heure, elle a accéléré plein de choses et plutôt bien. Et puis elle a recréé une fracture sociale entre ce qu'on a appelé la première ligne et avec des métiers pénibles, avec des horaires qui ne sont pas toujours ce qu'on aime faire et des salaires qui sont plutôt bas. Et de l'autre côté, elle a mis en avant de nouveaux métiers où beaucoup de jeunes veulent aller dans le numérique, où il y a fortement de concurrence. Donc je pense qu'il y a le sujet quand même de cette évolution sociale qu'il va nous falloir régler au niveau des entreprises. Et c'est compliqué parce que les marges sont ce qu'elles sont, c'est compliqué avec la hausse des prix. Et en même temps, de l'autre côté, je pense qu'il faut poursuivre ce qu'on est en train de faire au niveau de notre région, le développement de l'économie, attirer de nouveaux secteurs d'activité. Il y a eu beaucoup d'investissements dans la tech, il y a l'usine du futur, il y a plein de projets. Parce que ce qui nous manque au fond, et si Alain Rousset était là, il nous parlerait des ETI, on peut s'en douter, mais il nous en manque, il a raison fondamentalement, il nous manque des entreprises de certaine taille, il nous manque ces sujets-là. Pourquoi ? Parce que souvent, quand on cherche dans d'autres métiers, un peu comme dans les vôtres, tout ça, comme on n'a pas de siège social, on ne trouve pas peu de fonctions marketing, peu de fonctions RH, peu de fonctions de ce type-là. Et souvent, on a du mal à trouver pour les nouvelles générations, et ça nous arrive chez nous et les gens repartent, le deuxième emploi du conjoint. Donc il faut qu'on continue ce qu'on est en train de faire tous ensemble, à continuer à favoriser le développement de l'économie, le sujet social, il faudra le régler quand même aussi, c'est un autre problème. Pierre Sabatier. Compléter ce que vous dites sur l'arrivée des salariés ici. Ce qui est compliqué aussi pour les entreprises, c'est de s'installer, c'est de trouver du foncier d'entreprise. Je sais, Madame Durutti ne va pas me contredire, elle y travaille avec l'agglomération. Il faut trouver du foncier pour les gens pour se loger, mais aussi pour que les entreprises puissent s'installer. Et c'est un vrai problème ici où il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez de terrain où ils sont trop chers et donc certains préfèrent aller plutôt chez les voisins où il y a de plus grands terrains et où c'est moins cher. Des forêts. Caroline, un petit mot sur votre développement, puisqu'on est bientôt dans l'année suivante. Qu'est-ce qu'on vous souhaite et quels sont les objectifs dans votre domaine, justement en matière de développement? Je sais qu'il y a évidemment une antenne qui est à Paris. Est-ce que vous faites le pari de développer, toujours sans jeu de mots, ici? Et quel est l'enjeu de cette année 2022? Oui, ma volonté a toujours été donc, de garder donc, la production ici donc, au Pays Basque et puis d'avoir de plus en plus de clients sur Paris. C'est le pari gagné parce que et aussi d'augmenter le seuil, on va dire, de minimum donc de signature, donc de contrat. Et puis notre objectif l'année prochaine, c'est de signer. Donc on a monté une gouvernance et c'est de signer donc un marché cadre avec une administration d'État. Voilà.
Eh bien, on vous le souhaite, et on vous souhaite autant de réussite que les gens qu'on va regarder tout de suite, puisqu'on va regarder ensemble, pour faire la liaison et boucler cette première partie de soirée, un portrait d'entrepreneur. Alors, les portraits d'entrepreneurs, c'était des portraits qu'on a tournés l'année dernière sur les lauréats de chaque département, les finalistes régionaux, et on va faire la même chose cette année. On saura tout à l'heure, dans quelques minutes, qui sera l'entrepreneur de l'année pour ce beau département. Je vous laisse en images, on se retrouve juste après. Il faut déjà être convaincu soi-même pour pouvoir arriver à convaincre les autres, donc engager à 1000%. C'est cet état d'esprit d'avancer, d'oser, de prendre des risques. Je pense que c'est l'essence de notre métier. Le partage, le collectif, quand on les retrouve au travail, on ne se pose pas de questions, en fait, on fonce.